La migration est une réalité dans les pays du Sahel. L'OIM, l'Organisation mondiale en charge de la question, précise que près de 90% des migrants se déplacent entre les pays du Sahel eux-mêmes. Certains empruntent aussi la voie illégale pour se rendre, notamment en Occident, en passant par le désert et la Méditerranée. Alors, quelle solution face à cette migration irrégulière dans les pays du Sahel? 3 médias de la Fondation Hirondelle, Studio Yafa, Studio Tamani, Studio Kalangu, posent le débat ici à Niamey, dans la capitale du Niger. Pour ces échanges, donc, nous recevons Samba Hervé, migrant de retour de l'Algérie il y a tout juste 2 semaines. Bonjour Samba. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Abdou Razak Idrissa est avec nous également. Il est de l'Association des journalistes pour la sécurité et la migration ici donc au Niger. Bonjour Abdou Razak Idrissa. Bonjour. Avec nous, Djibo Boukari Ayatoulaye, doctorant à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Sa thèse porte sur la diaspora nigérienne au Togo. Bonjour Djibo. Bonjour. Et dans le public, nous avons également une doctorante, Safia Idé. Elle est doctorante à l'université également, comme je le disais. Abdou Moumouni de Niamey. Sa thèse porte sur la trajectoire des enfants migrants en situation de rue dans la ville de Niamey. Bonjour donc Idé. Bonjour. Et bienvenue. En face de nous, un public issu de 3 pays du Sahel. Il s'agit du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Pour suivre donc ces échanges, ils auront l'occasion de poser des questions et apporter des contributions. Je suis Martin Kaba de Studio Yafa au Burkina Faso pour animer donc cette émission. Ma collègue qui est assise à côté de moi, Adama Aïdara de Studio Tamani. Bonjour Adama Aïdara. Bonjour Martin. Et au niveau du public, notre collègue également, Rabia Maïkano de Studio Kalangu, ici au Niger. Bonjour Rabia. Bonjour Martin. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à ces échanges régionaux. Alors, pour commencer, doctorant, voilà, Monsieur Djibo. Quand on parle de la migration, surtout de la migration irrégulière, de quoi parle-t-on? Bonjour, merci d'abord. Moi, c'est Djibo Boukara Ayatoulaye. Je suis doctorant à l'université Abdou Moumouni de Niamey, plus précisément dans l'équipe de recherche sur les migrations, espaces et sociétés, les GERMES. Ma thèse porte sur la diaspora nigérienne au Togo. Pour répondre à votre question, lorsqu'on parle de la migration irrégulière, de quoi parle-t-on? Ici au Niger, tant qu'on parle de la migration irrégulière, c'est cette migration-là qui est effectuée par les Africains vers l'Europe et qui passe par l'Agadez pour arriver au Maghreb et atterrir par la Méditerranée. Voilà de façon plus digeste ce que c'est la migration irrégulière. Et aussi, je le dirais également, j'ajouterais aussi que c'est cette migration qui s'effectue sans les documents nécessaires pour pouvoir migrer. Donc la migration illégale. La migration illégale. On est en tout cas dans la conceptualisation. Hein. Voilà, elle est illégale, irrégulière, les migrants sans papier. Voilà. Est-ce que, comme on le disait, est-ce que c'est une réalité vraiment dans les 3 pays du Sahel central, le Burkina Faso, le Mali et le Niger? Bien sûr, c'est une réalité. La preuve, au Niger, plus précisément, il y avait même une loi que nous connaissons tous, ou bien que, dirais-je, certains connaissent, la loi numéro 2015-036, qui a été adoptée par le Niger. Et exactement, c'est dans ce cadre-là, c'est pour lutter contre cette migration illégale, cette migration irrégulière vers l'Europe. On va parler justement des politiques au niveau des 3 pays, et en particulier ici au Niger, puisque ce plateau se tient donc dans la ville de Niamey, comme je le disais. Mais en attendant, Adama Aïdara, on va écouter un reportage. C'est ça, Martin, et avant, je renouvelle mon bonjour ou bonsoir à tous les téléspectateurs et auditeurs des 3 studios, Studio Kalangu, Studio Yafa et Studio Tamani du Mali. Et pour en venir au reportage, Martin, c'est l'histoire de Adama, mais je signale qu'il ne s'agit pas de moi, mais plutôt un jeune migrant burkinabé qui a tenté de rejoindre l'Occident en passant par l'Algérie. Il a été refoulé dans la zone de Arlit au nord du Niger. Et pour en savoir plus, écoutons ce reportage de nos confrères de Studio Kalangu. Refoulé de l'Algérie il y a plus de 2 mois,
Adama est un migrant burkinabé âgé de 26 ans. Nous l'avons rencontré à Arlit, dans le nord Niger. Ah, ici c'est sur moi. Sur moi, c'est dans mon ghetto qui est là. C'est la chambre où je dors. Qui est là. Ça, c'est mon matelas. Un drap où je passe mon temps la nuit ici. Donc, c'est là je dors. Donc, comme j'ai vu, je me réveille matin sans problème. Bon, c'est pas du tout facile, mais on tient le coup. J'ai été refoulé de l'Algérie parce que j'ai tenté d'y aller plusieurs fois en Europe. Donc j'ai été refoulé par beaucoup de personnes. Je n'étais pas le seul. Mon rêve, c'était d'aller en Europe. Donc, mais du coup, le cheval m'a échappé. Malgré tout, il se débrouille pour manger tous les jours, souvent en sautant des repas. Je mange par jour, parfois une fois ou 2 fois, pas tous les jours. Et on n'a pas le choix, on est obligé de supporter. Hervé, est-ce que cette réalité décrite dans ce reportage vous dit quelque chose? Oui, ça me dit beaucoup de choses. Expliquez-nous un peu. Bon, comme il parlait que quand il voulait partir en Algérie, il a été refoulé. C'est des situations qui arrivent constamment. Parce qu'à un moment donné, même on se demande si c'est un business qu'ils font, parce que à l'immédiat qu'on nous renvoie, si tu as de l'argent, parce que vivre en Algérie, c'est pas... On vit en Algérie en sachant que demain, tu ne peux être là. Donc, on vit en Algérie du jour au lendemain. Donc, tu peux être là aujourd'hui, tu sors de ton travail. Tout ce que tu as, tu dois avoir ça sur toi. Parce qu'à tout moment, on peut te rafler. Et comme on te rafle, c'est comme ça qu'on te renvoie au désert. Donc, la situation qu'il parlait là, c'est une situation qui arrive régulièrement. Donc, quand on te refoule au désert, quand tu as ton argent, à l'immédiat, comme on vient te refouler là, tu attends le convoi qui va repartir. Si tu payes, tu repars. Donc, c'est des situations qui arrivent constamment. Bon, ceux qui sont fatigués, ils préfèrent rester au Niger ou bien décider de rentrer chez eux sans problème. Est-ce que, Hervé, parce que lorsqu'on préparait cette émission, vous nous expliquiez un peu la souffrance que vous avez vécue. Vous étiez d'abord en Libye, ensuite l'Algérie. L'objectif c'était d'aller au Maroc et rejoindre l'Occident. Est-ce que ce témoignage que nous avons écouté de Adama, est-ce que vous retrouvez dans tout ce que ce migrant a dit? Oui, effectivement. Quand il parle de travailler chaque jour pour avoir son quotidien, pour avoir de quoi manger, c'est des choses qui arrivent à tout, parce que eux ils nous appellent les blacks. Comme nous sommes noirs, eux ils nous appellent les blacks. Donc c'est les situations qui arrivent à tous les blacks qui sont en Algérie. Un Algérien ne peut pas t'aider comme un Marocain, parce que le Marocain lui donne, parce qu'il sait que le noir il n'a rien. Quand il est chez lui, c'est parce qu'il n'a pas. Vous êtes victime de racisme? Oui, de racisme, oui, beaucoup, parce que c'est du bas âge jusqu'à comme ils sont grands, parce que même les enfants en Algérie, quand ils te voient même à distance, soit c'est les cailloux qui te lancent, soit il met sa main au nez. Donc déjà peut-être, je ne sais pas si tu sens ou il ne veut pas de toi. C'est les enfants jusqu'à un certain âge, quoi. Alors, Monsieur Djibo, vous qui avez travaillé beaucoup sur la question de la migration dans votre pays, ici au Niger et également au niveau du Togo, parlez-nous un peu de cela. Quel est le profil type des migrants au Niger, par exemple? Le profil des migrants présents au Niger, là, en majorité, ce sont les ressortissants de l'espace CEDEAO. Et là, nous le savons tous que c'est la migration régulière, entre guillemets, ou bien la bonne migration, parce qu'elle n'est pas effectuée dans l'intention d'aller en Europe. Du coup, nous retrouvons généralement les pays de l'Afrique de l'Ouest
et qui sont aussi dans la communauté espace CEDEAO. Voilà. Et vous avez aussi parlé des Nigériens qui vont au Togo, c'est aussi dans le même cadre. Là, sans pour autant faire sortir que tout est clean. Vraiment, c'est pas une migration qui dérange, parce que ça se fait dans des cadres vraiment légaux. Les migrants ont leurs papiers, ils vont, c'est pas loin, c'est toujours dans l'Afrique, ça ne pose pas problème. Alors, vous nous expliquez que, en fait, la migration qui se passe dans la sous-région ouest africaine, c'est une migration plus ou moins régulière. C'est cela. Lorsqu'on parle de migration irrégulière, c'est uniquement lorsqu'on veut aller en Occident. Oui, c'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est ce que je veux dire. Et ça, c'est d'abord la compréhension globale. Hein. C'est que les gens disent, les médias, bon, dans le domaine de la recherche également, on utilise le concept immigration irrégulière. Toujours est-il que c'est nous qui parlons à la place des migrants et c'est nous qui parlons à la place de la migration. Du coup, en tout cas, et aujourd'hui, en tout cas, voilà, nous avons un migrant qui est là, Samba, à qui nous allons poser beaucoup de questions pour comprendre exactement ce qui se passe dans cette question, ce phénomène de migration. Mais en attendant, Idrissa, vous qui êtes journaliste, lorsqu'on parle de migration, parfois on voit uniquement les jeunes qui sont dans des bateaux en train d'aller en Occident. Généralement, on voit les causes comme uniquement la pauvreté. Vous qui travaillez de façon permanente sur la question, quelles sont les causes qui ressortent? Merci beaucoup. Merci donc aux 3 studios de la Fondation Hirondelle pour cette initiative de ce débat sur une thématique aussi importante. Pour parler des causes, c'est vrai que quand on parle généralement de la migration irrégulière dans notre pays, dans nos pays, je vais dire les 3 pays, on a beaucoup plus l'impression que ces jeunes, ils partent généralement à la recherche d'un mieux-être. Alors que si on creuse, en tout cas nous, de par l'expérience de la couverture qu'on fait de ces migrants-là, si vous interrogez la plupart des migrants, c'est vrai que une grande majorité vous diront que oui, c'est pour un mieux-être qu'ils veulent aller là-bas, en Europe, en passant justement par les pays maghrébins. Mais quand vous analysez en profondeur, vous allez trouver beaucoup plus d'autres causes. Ok ? Il y a certains c'est juste un rêve. Vous savez, on a tellement stigmatisé cette question de migration qu'on a tendance parfois à oublier que c'est même la nature de l'homme qui fait qu'on migre. Ok ? Moi, je peux être bien assis dans mon pays, je peux être, assis financièrement, je peux avoir mon boulot et tout le reste, être tenté par une aventure pour aller voir ailleurs ce qui se passe. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui vont là-bas et on occulte aussi le fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui migrent justement pour aller travailler. Et ces pays européens, disons l'Occident, qui en fait tout un problème, cette question de migration, ils nous disent pas en vérité la réalité. Beaucoup de ces jeunes qui migrent, qui vont en Europe, ils contribuent au PIB de leur pays, mais ils le disent pas. Donc, pour revenir aux causes, oui, il y a effectivement la question de la pauvreté, mais il y a beaucoup de migrants qui essaient de fuir aussi leur pays pour des questions de sécurité, pour des questions politiques. Ils sont harcelés ou ils sont menacés. Ils essaient d'aller voir ailleurs. Alors, moi, ça me permet un peu de juste revenir sur la question de la migration irrégulière. Qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est juste la façon de migrer qui ne suit pas les procédures légales. Vous savez, quand on veut rentrer dans un pays qui n'est pas le sien, il y a des procédures, il y a des conditions. Donc, si ces conditions ne sont pas toutes réunies, c'est bien normal que les jeunes, aujourd'hui, qui sont en quête de boulot, qui sont en quête d'aventure, qu'ils tentent d'autres voies pour aller chercher donc ce mieux-être. Donc, il faut qu'on essaye, moi, à mon sens, qu'on essaie de circonscrire ça à ce problème-là, de la question de la régularité. Pourquoi les jeunes africains, pourquoi les jeunes de nos espaces ne migrent pas de façon régulière? Il faut se poser cette question. Oui, on va poser la question, bien sûr, on va poser la question. Voilà. Mais en attendant, vous avez dit que l'une des causes, c'est le goût de l'aventure. C'est un peu cela? Oui, il y a le goût de l'aventure, il y a les questions liées au changement climatique qui font que les jeunes qui sont dans les communautés rurales, ils n'ont plus d'espace pour cultiver, ils ont besoin d'aller voir ailleurs. Quand ils viennent dans des capitales, dans des centres urbains, il n'y a pas de boulot, ils sont obligés de tenter. Ils sont obligés de partir. Alors, Hervé, lorsque vous écoutez Idrissa parler, il est journaliste, donc il maîtrise assez bien la question. Pour lui, il y a le goût de l'aventure et il y a d'autres causes, bien sûr, comme la pauvreté, etc., etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, par exemple, sur la question du goût de l'aventure? Oui, je suis d'accord parce que
Vous, c'était le cas? Oui, pour moi, déjà, le goût, c'est mon cas. Mais ce n'est pas seulement aussi le goût. C'est aussi pour chercher le bien-être, le mieux-être. Ce n'est pas seulement aussi le goût, parce que je fais aussi j'excelle aussi dans un métier qui me pousse à avoir ce goût-là. Donc, c'est pour cela qu'il y a aussi ce goût de vouloir aller voir ailleurs ce qui se passe ailleurs. Donc, je suis aussi d'accord par rapport... Votre métier, c'est le football? Oui, c'est cela. Exactement. Donc, vous vouliez aller pour avoir des opportunités pour... oui, ailleurs. Donc, et voir aussi comment ça se passe ailleurs, parce que chez moi aussi, il y a le football, ça se joue aussi normalement, mais on est tenté aussi à aller voir comment ça se passe ailleurs et c'est un peu ça. Alors, Madame Idé, on va vous passer la parole parce que là, on parle du goût de l'aventure, on parle de la pauvreté, etc. Vous qui travaillez sur la question des femmes migrantes et également des enfants, est-ce que ce sont les mêmes causes qui ressortent à ce niveau? Je peux dire que les causes sont multiples. Et quand on prend le cas des enfants, je peux dire que la principale cause, c'est l'échec scolaire. Quand on prend l'exemple du milieu rural, on sait que le système éducatif est vraiment en crise, si je peux me le permettre. Du coup, les enfants ont du mal à achever le cycle, à achever d'ailleurs le cycle primaire. Donc, dès qu'ils arrivent en classe de CM2, avec le système, bien que maintenant il n'y a plus d'examen, mais il y a au moins une note que la personne doit avoir pour aller au collège. Donc, en ce moment, les enfants sont... C'est-à-dire qu'ils quittent l'école, quoi. Du coup, ils sont plus occupés et ils sont tentés par la migration. Eux aussi, tout comme leurs aînés, ils veulent partir en migration. Et d'ailleurs, les enfants, ils commencent d'abord par la migration interne avant de tenter d'aller en Occident ou bien dans les pays maghrébins. Donc, vraiment, moi, je mets l'accent sur l'échec scolaire. Alors, l'échec scolaire, la pauvreté, le goût de l'aventure, etc. Mais quand on vous écoute, vous tous, ici, on a l'impression que partir, ce n'est que la solution. Pourtant, il y a des Africains qui sont là, il y a des Nigériens qui sont là, des Burkinabés, des Maliens, etc., qui sont bien là. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Peut-être Idrissa. Oui, partir, c'est une solution, c'est pas la solution. Donc, ces jeunes qui partent à l'aventure, si vous les interrogez, ils vont vous dire... et c'est le cas de notre ami, Hervé, qui disait qu'il jouait au football. Okay? Il voulait avoir d'autres expériences, il a tenté d'aller. Et peut-être que si sur place, au Cameroun, c'est ça, il vient du Cameroun, il y avait des possibilités pour lui d'aller acquérir donc ces nouvelles compétences dans le cadre de son activité, il serait resté. Mais s'il n'en a pas, qu'est-ce qu'il faut? Un jeune de l'université, il sort avec ses diplômes et tout le reste, il n'a pas d'opportunité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle d'entrepreneuriat, il essaie d'entreprendre, ça ne marche pas. Il essaie de frapper, comme on dit, à toutes les portes, il n'a pas d'opportunité. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Encore que la question dans nos différents États, la question de l'offre d'emploi, c'est une vraie question aussi. Qu'est-ce que les autorités, les gouvernants offrent comme possibilité aux jeunes qui sortent des différentes écoles et différentes universités comme emploi? On va en parler d'ailleurs. Donc, pour ça moi, veut dire que vous comprenez en fait ceux qui décident de partir. Oui, moi je les comprends totalement. Vous les comprenez. D'accord, voilà. On va poser la question à Djibo. Vous qui travaillez sur la question depuis un bon bout de temps, est-ce que vous partagez l'avis de Idrissa? Lui, il comprend un peu les migrants. Oui, sur ce point, je suis également d'accord parce que partir, c'est vraiment pas la solution idéale, mais elle fait partie des solutions parmi tant d'autres. Du coup, en tout cas, la migration, elle n'est vraiment pas c'est pas un problème en soi, parce qu'elle existait depuis. Même la voie suivie, la voie illégale que vous dites dans votre reportage, passer par Agadez et aller au Maghreb, cette voie existait depuis très longtemps, mais elle n'a jamais été considérée comme une voie illégale, parce que ça fait partie aussi de notre histoire, ça fait partie de notre culture. À Agadez, peut-être que vous le savez, c'est que la loi a induit là-bas. C'est très grave, c'est très lamentable. On a encore laissé des gens, parce que cette fois-ci, ils ne pourront pas migrer, parce que c'est ça que la loi veut. Et il n'y a rien qui a été créé sur place. On ne peut pas dire à quelqu'un de laisser ton travail est illicite, parce que c'est ça le trafic illicite des migrants. Ton travail est illicite. Tu laisses ton véhicule que tu as payé
pour faire cette activité. Et là, on te laisse qu'avec ta main, qu'avec ta bouche. Des fois, même ta bouche, tu n'as pas l'opportunité de t'exprimer pour dire réellement ton mal que tu sens. Voilà, donc la migration, elle n'est vraiment pas un problème. La migration, elle existait et nous sommes... Et même la religion, même dans la religion, on dit de migrer. Dieu même veut que nous migrons pour aller voir les signes de sa puissance. Parce que quand on reste chez soi, on est bloqué, on est enfermé sur soi, on pense que le monde se limite à toi, alors que le monde est vaste. Il faut aller, il faut migrer. La migration n'est vraiment pas un problème pour moi. Alors, Hervé, lorsqu'on parle de migration irrégulière, on ne peut pas dissocier justement cette question de souffrance. On estime que, et vous nous expliquiez cela d'ailleurs, que pour partir, ça nécessite beaucoup de moyens, non seulement, mais ça demande une certaine souffrance. Est-ce que vous pouvez nous parler de cela? Bon, partir, migrer ou bien partir de son point de repère pour aller se chercher. Quitter votre pays et passer, comme votre trajectoire d'ailleurs, vous avez quitté votre pays, d'abord vous êtes allé en Guinée, au Gabon, et vous êtes revenu, vous êtes parti en Libye, au Maroc, en Algérie, etc. En termes de sacrifice, si on peut s'exprimer ainsi, parlez-nous de cela. Bon, déjà, c'est le sacrifice, ça doit se dire, parce que non seulement c'est ton temps que tu prends beaucoup de temps, parce que j'ai fait le Gabon, j'ai fait la Guinée équatoriale, j'ai fait la Libye et l'Algérie. Donc ça nécessite beaucoup de temps et beaucoup de moyens. Parce que quitter... Environ combien? Bon, ça dépend des destinations. Donc quitter peut-être du Cameroun pour disons l'Algérie, tu peux décider de garder 1 million, parce que il y a le passeur, tu ne marches pas seul. C'est les passeurs qui vont te dire, bon, il faut garder 1 million, 1 million 500 000, 2 millions, ça dépend du passeur que tu vas rencontrer. Donc, et si tu veux vraiment aller, tu vas chercher cet argent et tu vas le rencontrer et lui, il va te faire avancer. Bon, maintenant, dans la souffrance, il y a beaucoup de souffrance en route. Beaucoup de souffrance. Déjà, dès le départ, dès que tu traverses seulement même ton pays, là, tu arrives au Nigeria, la souffrance commence parce que tu n'as pas les papiers du territoire là où tu es. Tu es entré illégalement. Donc, déjà, la souffrance va commencer. Parce qu'il faut que tu avances. Tu n'as pas les papiers quand peut-être tu arrives à un contrôle de police. Il va falloir que tu avances. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu n'as pas d'argent, on va te torturer. Donc, si tu as un peu d'argent, même si tu as de l'argent, on arrache même tout, ou on prend même tout, on te demande d'avancer. Devant là-bas, tu ne sais même pas comment ça va se passer. Tu es obligé de te battre, Donc il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance. Alors, au regard de cette souffrance, parfois, peut-être la question qui peut se poser, c'est si on sait qu'on souffre autant, pourquoi est-ce qu'il faut partir de façon irrégulière, Idrissa? Si on ne peut pas migrer de façon régulière, qu'est-ce qu'on fait? À vous de nous répondre. Moi, je retourne la question de cette façon. Oui, il y a des sacrifices qu'on fait, il y a beaucoup de souffrances qu'on endure, mais quand même, vous voyez que chaque jour, parce que bon, aujourd'hui, on dit que les flux migratoires ont reculé. C'est faux. Il y a beaucoup de voies contournées que les migrants empruntent aujourd'hui pour aller. Vous avez vu les récents événements de Assamaka, combien on envoie par semaine, enfin combien l'Algérie refoule par semaine. Donc, si les voies de migration régulière, d'abord, ne sont peut-être même pas connues, parce que c'est aussi ça une des difficultés. Les jeunes qui veulent migrer, ils n'ont pas l'information, les pouvoirs publics ne leur donnent pas l'information de savoir qu'il y a des façons régulières de migrer, d'aller dans tous les pays du monde où on veut. Il suffit juste de respecter la procédure. Donc, ils n'ont déjà pas cette information. Ceux qui ont ces informations, il faut vous demander, par exemple, un jeune qui veut aller dans un pays européen, quelles sont les conditions d'entrée dans ce pays? On va lui dire, tu vas d'abord avoir un visa. Ensuite, tu dois justifier d'un certain montant que tu as dans un compte bancaire, etc., etc. Combien sont-ils? Nous-mêmes qui sommes ici, si on nous interroge, on n'est pas très nombreux ceux qui vont avoir à remplir ces conditions pour aller. Donc, c'est bien normal que ces jeunes empruntent ces voies. Moi, je ne les appelle pas des voies irrégulières, mais des voies contournées pour aller se réaliser. Ils essaient de traverser le désert. Vous savez, aucun jeune qui se lève le matin et qui dit « je vais aller dans le désert, je sais que je vais mourir ». Non, il part avec l'espoir qu'il va passer.
Il part dans la mer avec l'espoir qu'il va rejoindre les côtes de l'Occident. Il n'y a personne, mais on veut nous faire croire que non, les jeunes sont tentés. Parce que moi, quand j'ai été approché même par le studio Kalangu pour le débat, on m'a dit, la thématique c'est la migration irrégulière. J'ai dit, on est encore dans les considérations occidentales de la migration. Non. Est-ce que c'est pas plutôt une réalité? Est-ce que c'est une question de considération occidentale? Oui, vu qu'on passe par des voies détournées, comme vous l'avez dit vous-même. Oui, mais s'il n'y a pas de voie régulière, normale, conçue pour aller, combien sont-ils les jeunes aujourd'hui? Si vous faites les statistiques, vous interrogez au niveau des ministères en charge des questions d'intégration et tout le reste, combien sont-ils les jeunes de nos différents pays qui passent régulièrement qui passent pour aller ailleurs? Vous allez être déçus si vous comparez cela à la masse de jeunes qu'on a dans nos pays. Est-ce que c'est parce qu'il y a une minorité qui va de façon régulière que cette migration irrégulière n'est pas une réalité? C'est pas que c'est une réalité, mais pour moi, c'est une question de conception. La conception de l'irrégularité, elle est vue de l'autre côté. Mais est-ce que lui, aujourd'hui, quand on va lui poser peut-être la question ici, est-ce qu'il considère qu'il est en train de migrer de façon irrégulière? On va poser la question puisque Hervé est là. Est-ce que vous considérez que effectivement vous avez tenté de migrer de façon irrégulière, ou bien pour vous, c'est une voie normale que vous avez prise, tout simplement? Non, forcément, on sait que ce qu'on fait n'est pas légal. Ah, vous le savez? Forcément, on le sait. D'accord. Mais avec la foi, on sait que là où on va, si on a les moyens, on va arriver. C'est un peu ça. Alors, donc, vous partez avec la foi que vous allez y arriver. Et Djibo, Idrissa a parlé un peu du manque d'informations au niveau de certains jeunes. Certains ne connaissent pas, en fait, la procédure qu'il faut respecter pour pouvoir aller de façon légale en Occident. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui. Est-ce qu'il y a un manque d'information au niveau des jeunes africains? C'est vrai, il y a un manque d'information, mais j'espère aussi qu'il y a cette information, quoi qu'elle est relative, parce qu'il vient de le dire, il vient de le reconnaître lui-même, les migrants, c'est-à-dire il sait qu'il ne migre pas de façon légale, mais moi je dirais aussi que c'est pas de cette manière qu'il faut le dire, peut-être il est dans une situation irrégulière. C'est pas lui en tant qu'être humain, c'est pas ce qu'il prévoit, c'est pas ce qu'il entreprend qui est irrégulier, mais il est dans une situation irrégulière qu'on peut régulariser tant qu'il y a besoin, tant qu'il y a volonté au départ et d'autres des États. Et parce que vous savez, peut-être pour son cas, il n'est pas inscrit dans les cas. Mais quand on migre, des fois, on ne migre pas seul. On part représenter toute une famille. C'est ce qu'on appelle les projets migratoires. C'est dans un projet, parce qu'il est dit qu'il faut mobiliser suffisamment d'argent. Peut-être que l'argent là n'a pas sorti de sa propre poche. Il a dû emprunter auprès de la famille. Les gens se sont privés d'autres avantages pour constituer cette somme-là et pour qu'il puisse arriver en Europe. Et qu'il n'a pas droit à l'erreur. Il doit atterrir où il doit vraiment avoir la bonne raison. Quand il va brandir ça, on sait que vraiment il a tenté, mais il est revenu. Et je crois que dans cette logique, les jeunes ont l'information, mais ils n'ont pas aussi les moyens pour aller et faire aussi. Ils n'ont pas les moyens de faire les documents nécessaires, parce que demander les visas, vous le savez autant que moi, même nous qui sommes scolaires, demander les visas, par exemple, si on veut aller en France, c'est que ça peut nous prendre. On peut nous refuser catégoriquement les visas, alors qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas raison, ils vont emprunter les voies. Quel que soit ce que l'Occident va considérer les voies, les gens vont continuer à aller. Les chiffres n'ont pas baissé. J'ai reçu tout récemment un rapport très récent où déjà en 2023, les chiffres ont augmenté. Et on est environ à combien? J'ai vu ça tout récemment, c'est environ 23 000 et quelques des arrivées, et ça c'est seulement par l'Italie. Il y a aussi l'Espagne, il y a aussi les Malte et autre part. Et donc, il n'y a pas une solution dans la politique de pouvoir. On va refouler, on va rapatrier, mais les gens vont continuer à partir. Peut-être que le vrai débat va être posé, et ça va être vraiment entre les États, entre les puissances. On va parler des solutions, justement. Adama, vous avez une question? D'accord, juste une question de relance concernant monsieur le journaliste. Donc, vous disiez que c'est pas une voie régulière, mais des routes plutôt contournées. Mais qu'est-ce que vous dites des conséquences de ces voies contournées empruntées par ces migrants? Justement, ces voies, parce qu'il y avait des voies, si vous voulez,
que les migrants empruntaient jusqu'à l'adoption de la loi dont parlait tout de suite Jubo. Et donc, c'est sur la base on va dire, des blocages sur ces voies connues que les migrants empruntent d'autres voies. Et donc, la conséquence, c'est que justement, le pouvoir public, en adoptant la loi, en disant que oui, vous ne suivez pas cette voie, si vous la suivez, vous êtes en irrégularité, vous êtes, comment est-ce qu'on appelle, la loi vous frappe et tout le reste. Ça a eu d'autres conséquences plus graves parce que justement, cette voie qui était empruntée jusqu'ici, elle était plus ou moins, on va dire, sûre et sécurisée. Mais les voies contournées aujourd'hui, et vous savez, c'est difficile de décompter le nombre de morts dans le désert. Le désert, tout de suite, la personne, elle meurt dans les 15-20 minutes qui suivent. C'est le sable qui renferme et puis on ne voit pas. Donc, c'est ces voies-là que ces migrants sont en train de prendre. Et justement, donc, ces conséquences-là, c'est plutôt ça qui doit plutôt, moi, à mon sens, interpeller les pouvoirs publics. Que de bloquer ces voies. Pour ces jeunes, il faut essayer peut-être de régulariser ça, les entrées et les sorties par cette route et laisser cette opportunité, ce droit, laisser ces jeunes-là, ces migrants-là, jouir de ce droit parce que c'est un droit naturel presque, c'est un droit humain de migrer. Donc c'est ça les conséquences, entre autres conséquences. Donc quand on dit que non, du fait de l'application de cette loi, les chiffres ont baissé, le doctorant, vous l'avez dit tout de suite, c'est totalement faux. C'est d'ailleurs peut-être maintenant qu'ils s'aventurent davantage sur ces voies contournées. Parce que on a criminalisé l'activité et donc ceux qui étaient dans l'activité, qui faisaient le transport, qu'on appelait les passeurs et tout le reste, ils n'ont pas été reconvertis tout de suite. Donc ils ont eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Certains continuent de pratiquer l'activité et parce que eux, ils connaissent la zone d'Agadez, ils prennent des voies détournées, quitte maintenant à ce que des migrants meurent et tout le reste. Pour eux, l'essentiel, puisque c'est leur activité principale de survie, ils vont l'exercer. Alors, vous parlez donc de cette loi et on n'a pas malheureusement une autorité ici pour pouvoir vous répondre. Rabia, on va passer la parole à notre doctorante, Safiatou, voudrait bien réagir sur l'aspect irrégulier de cette migration. Safia? Oui, il y a Abdelrazak qui a un peu parlé du contournement des routes. Moi, je me dis que dès lors que le migrant n'est pas en situation régulière, il est obligé de contourner. C'est parce qu'il n'a pas les papiers. Et dès lors qu'il n'a pas les papiers, on le considère comme un migrant irrégulier. Donc, il y a vraiment une forte relation, un grand lien entre le contournement et la situation régulière des migrants. Voilà, et on aimerait bien rebondir sur la question qui a été posée par Martin, qui n'a pas eu de réponse. Le profil des femmes, on a parlé des enfants, des hommes, mais les femmes qui sont tentées par cette aventure, on peut en parler avec vous? Oui, bien sûr. Bon, vous savez, il y a de plus en plus des femmes qui sont des chefs ménagers. Maintenant, on voit que, à travers la migration de longue durée des maris ou bien le décès des maris, les femmes deviennent chefs de ménage. Et elles n'ont personne pour les aider. Du coup, elles aussi, elles sont tentées par la migration. Et en dehors de ça, il y a aussi le mode d'imitation, il y a l'effet d'imitation. Maintenant, la migration est devenue un mode de fait. Et même dans les milieux urbains, on voit que la migration est un mode de fait. Lorsque la fille ou bien la femme voit l'autre migrer et revenir avec des beaux vêtements, des chaussures, un trousseau de mariage, donc l'autre aussi, l'année prochaine, elle essaiera de migrer aussi. Donc, du coup, c'est devenu une imitation pour les femmes. Il y a aussi, concernant les jeunes filles scolaires, à la rentrée prochaine, chaque fille essaie de mettre des nouvelles tenues, des nouveaux sacs. Elles aussi, elles sont imitées, elles imitent plutôt cette migration. Donc, vraiment, on peut dire que la migration est une imitation chez les femmes, mais n'empêche, c'est aussi lié à la migration de longue durée des hommes qui, une fois en migration, ils font plusieurs années sans revenir ou bien sans envoyer de l'argent. Du coup, les femmes sont devenues des chefs de ménage. Alors, on va donc avancer. Adama, on va passer à un autre reportage. Là, on parle de réinsertion des migrants. Partir ou rester, la question tracasse de nombreux jeunes au Mali, au Burkina et au Niger. Et une fois dans ces pays d'accueil, certains échouent dans la recherche de l'emploi, d'autres parviennent quand même à s'en sortir. Dans la région du centre-est du Burkina Faso, où des jeunes migrants ont pu investir une fois de retour dans leur pays. Suivons ce reportage, une réalisation de nos confrères de Studio Yafa.
sortir aventure là, nous faisons un effort pour sortir, puisque le pays est très faible. Notre cœur là aussi, c'est aller en aventure là pour réussir, pour venir voir nos parents et puis construire notre pays. Ici là, c'était bon, on allait laisser ici. Personne ne devait quitter ses parents. Mais comme c'est chaud partout, agriculture ça ne va pas, l'élevage c'est pareil. Bon, on ne sait pas comment faire quoi. Il y a un aventure ne banque na ya tuma be kay le côté ça comme ni fu tum ni ne wena bana kan aventure de tum ya bu mu datu wiligi fo mu yiwa fo yiyemu da fo bahda wiligi me ngat sas la tume ya ri surtout ne ban aventure. Je suis parti en Italie en 2008 parce que mes parents vivaient là-bas. Mon frère m'avait parlé de ce projet, bon, je me suis dit bon, je vais me lancer avec l'ivoire. Voilà que j'ai commencé, bon, il y a 8 mois. J'ai eu encore courage pour pouvoir construire une autre. Ça veut dire que ça marche 100%. Si tout va bien, on fait nos calculs et puis voir ici et là-bas, c'est quel tu choisis un. Moi j'espère de pouvoir choisir ici. Moi j'aime mon pays plus que là-bas. Parce que quand je vis là-bas, tous mes pensées c'est ici. Mais une fois quand j'aurai tout, bon, je préfère venir vivre chez moi. En tout cas, ils ont dit bonne idée pour rester, pour revenir. Surtout les jeunes, il faut venir investir ici. Il faut venir comme eux, jeunes, très jeunes, travailler. Je suis parti à l'aventure en 88. Mes enfants qui sont nés en Italie, moi je préfère qu'ils viennent rester ici. Adesso Burkina Faso sono casino, adesso sai. Am sina be yuma yopo. Abanya be tum izine, tum masondo, tum bondo. Tengin bisa fa mi mam. Tamam ye gwara. Hat mamara tonto tuma ya suma wa pakam alimentation. Tuma menga ya suma. La tuma baha mama ha. Ya ri wanke tuma pakam ra mlava zaka. Mam wan kenam ningum yama. Mam kenam na nafum bajilawa. Nam kan ningam yam kenam nan tin tenga neram pour neba lu neba lem neba belle vie boitrama jen sam be kan débrouiller on ya a commerce pour on ten wa million ta ba million ba mal suguri la gana takasuma kan bebbe wa ne kwa ba sam bebe ka gunsi pihni namara ti pisi ya soma. Et Hervé, je reviens vers vous. De retour au pays, certains migrants ont pu investir leurs revenus, d'autres pas du tout, comme on vient de le suivre tout à l'heure. Et vous, qu'en est-il de votre côté? Moi, de mon côté, j'aimerais aussi rentrer bien normalement dans mon pays, parce que le Cameroun, c'est un beau pays. C'est un pays hospitalier, tu es à l'aise, tu as tout ce que tu veux là-bas. Donc, rentrer au pays aussi avec un peu de moyens pour investir aussi, ça serait une bonne chose. Est-ce que vous avez des économies là où vous êtes aujourd'hui? Non. Je ne suis même pas encore, je suis encore au Niger. C'est vrai, je rentre de l'Algérie, mais quand tu rentres de là, tu n'as pas encore peut-être économisé énormément. On te refoule comme ça, tout ce que tu as, c'est ici sur place déjà, il faut que tu vives. Il faut que tu t'habilles, il faut que tu dormes. Déjà, toutes les économies que tu as eu à avoir en Algérie, tu vas dépenser. Donc, présentement, sur moi, je suis comme ça. Je me bats juste maintenant déjà d'abord pour avoir les pieds sur terre et voir comment me relancer. Alors, ça fait 2 semaines, Hervé, que vous êtes là, ici au Niger, de retour de l'Algérie, comme vous venez de le dire. Est-ce que vous arrivez à vous insérer dans la société ici à Niamey? Bon, je vais dire pas vraiment, mais c'est mieux par rapport dans d'autres villes du Niger, parce que avant d'arriver ici, j'étais à Maradi. J'ai fait 2 mois là-bas. Donc là-bas, je vais dire c'est presque impossible même parce que ils parlent leur langue. Tu vas parler le français, personne t'écoute ou bien personne même ne te gère même. Tu vas faire comment, tu ne peux pas. Mais quand je suis arrivé à Niamey, tu parles à quelqu'un, même si il fait semblant, mais il comprend et il communique aussi avec toi. En fait, la communication, ça passe quand même ici
Vous vous sentez donc un peu plus à l'aise ici? Oui, je me sens un peu à l'aise et j'espère vraiment que je vais mieux m'imprégner ici à Niamey. Alors Idrissa, de façon globale, on a écouté ce reportage où on parle de migrants. L'un a pu donc investir, l'autre il a investi, mais finalement ça n'a pas marché, comme on le dit. Selon votre constat en tant que journaliste, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les migrants, une fois de retour dans leur pays, ils arrivent à investir, ou bien ce n'est pas le cas? Bon, là, il y a différents cas parce que vous savez, le phénomène est tel que lorsque le jeune il migre, qu'il réussisse ou qu'il échoue, lorsqu'il revient, il y a des stéréotypes, il est plus ou moins stigmatisé selon qu'il réussisse ou qu'il échoue. Donc, ceux qui réussissent, bien sûr, ils sont applaudis et certains arrivent à faire des investissements parce que comme on l'a vu, il y a beaucoup qui partent après que la famille se soit cotisée et tout le reste pour qu'ils partent faire cette aventure. Donc qu'ils réussissent et qu'ils reviennent faire des investissements, c'est tellement apprécié. Mais le grand problème, c'est surtout au niveau de ceux qui ont échoué. Quand il revient avec tous les stéréotypes, il a tenté l'aventure, ça n'a pas marché, il est stigmatisé, c'est très dur pour lui. Et c'est ce qui fait que beaucoup, lorsqu'ils sont refoulés, généralement, quand ils arrivent au niveau de la frontière entre l'Algérie ou la Libye et le Niger, et comme l'a dit notre ami, certains, ils restent encore là-bas pour quelque temps, le temps que peut-être la tension baisse et ils essaient de repartir parce qu'ils ont cette hantise. De repartir en Algérie. Oui, de reprendre le même chemin. Parce qu'ils ont quoi? Ils ont cette hantise. Si je reviens sans avoir réussi, comment je vais être vu par la société? Et donc, oui, il y a certains qui investissent. Nous, on a fait plusieurs reportages et je pense que c'est ça qui peut même aider comme solution les jeunes qui sont tentés. Montrer les success stories de certains migrants qui sont partis, et certains par la voie qui n'est pas la voie régulière et qui sont revenus, ils ont investi, ils ont créé des entreprises qui ça marche. Et donc, oui, il faut montrer cela à des jeunes pour qu'eux aussi peut-être ils soient tentés. Est-ce que quand on met sur la balance, par exemple, ceux qui ont pu réussir, on va dire, entre guillemets, qui sont revenus et qui ont investi, et ceux qui n'ont pas pu investir et donc qui ne s'en sortent finalement pas après leur aventure, quand on met sur la balance, lequel pèse le plus? Est-ce que c'est ceux qui ont réussi ou ceux qui ont échoué? Non, c'est beaucoup plus les échecs, c'est beaucoup plus les échecs qu'on constate dans nos pays. Ils sont quelques rares qui arrivent à réussir et qui reviennent investir. Et donc, c'est peut-être là aussi que les pouvoirs publics doivent pouvoir réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut entreprendre pour que justement, peut-être que les jeunes restent, même si moi, par conviction, je ne suis pas trop pour qu'on dise qu'il faut qu'on essaie de maintenir les gens. Oui, il faut créer des opportunités d'emploi aux jeunes sur place pour qu'ils puissent entrer. Mais ce n'est pas pour moi une raison de leur dire qu'il ne faut pas aller ailleurs, quoi. Mais il suffit juste de leur dire, allez-y, si vous êtes tenté d'aller voir ailleurs, allez-y ailleurs, mais essayez d'aller de façon régulière, c'est permis, et essayez de créer toutes les politiques, justement, d'intégration pour permettre cela à ces jeunes-là d'aller en aventure pour ceux qui veulent, d'aller faire des découvertes pour ceux qui sont tentés. Donc voilà. Mais vraiment, pour répondre à la question, c'est surtout les échecs. On a beaucoup plus d'échecs que de réussite. Plus d'échecs que de réussite. Djibo, est-ce que c'est aussi votre constat, vous qui êtes doctorant sur la question? Est-ce que c'est votre constat qu'il y a plus d'échecs que de réussite? Bon, échec ou réussite, ça, j'espère que c'est au niveau individuel que ça va être évalué. Nous, peut-être qu'on pourrait dire que généralement la réinsertion, elle échoue. Parce que quand tu reviens, d'abord, surtout si tu as duré en migration, tu reviens, tu n'as pas les mêmes visions que ce que tu as laissé et les gens peuvent même te traiter d'un traître parce que il y a aussi cette dimension qu'on ne doit pas occulter. Vouloir à tout prix quitter nos pays pour aller en Europe. À un moment, ça va être ça les débats, parce que c'est aussi laisser la terre que nos aïeux nous ont laissée, alors que nous pouvons rester ici sur place, travailler nos États et réussir mieux. Et là, peut-être qu'on va même être envié par les Européens. Ils vont vouloir migrer, venir en Afrique, parce qu'en Afrique aussi, il y a des opportunités. J'avais posé la question, vous aviez dit que les jeunes pouvaient partir et que vous compreniez cela. Oui, non.
Là même, je ne dis pas qu'il ne faut pas partir. D'accord. Je dis aussi que c'est une autre possibilité aussi de rester sur place, travailler ici en Afrique et réussir mieux nos vies ici.